place. We all move away, we all change. La Laigne, hein, C'est bien ça, c'est la Laigne. C'est la rivière Arnaud, qui se jette dans la Seine, Tout à fait. un peu plus bas, En aval, tout à fait. un peu en aval. À Polisy, en fait, c'est ce qui traverse le village d'Hérissé de façon Voilà. nord-sud. Puis la Seine, on connaît son histoire après. Hein. Bon, voilà. Alors Hérissé, ici, c'est vraiment un village tourné vers les pierres, Tout à fait. vers le Champagne. Enfin, hein, c'est ça, C'est tout à pierre fait et ça. Champagne. Pierre et Champagne. Et tout même à fait. pierre dans le terroir, hein, parce qu'on l'a vu là-haut dans les vignes, c'est vraiment un sol caillouteux. Tout à fait, c'est du calcaire dur. Donc en fait, les pierres qu'on trouve sur nos coteaux, c'est exactement les mêmes pierres qu'on peut retrouver pour les constructions de tous nos édifices. Oui. Sauf qu'il est taillé en moellon et il est qu'en agrégat dans nos parcelles. Alors donc on trouve ici des maçons tailleurs de pierre qui restaurent les monuments, comme la Tout à très belle fait. église qu'on a derrière nous, le château qui est là, bon, et, pas les canards, taisez-vous les canards, et en même temps qui créent les caves. Tout à fait. Donc en fait, on a beaucoup d'artisanat très spécialisé. On avait au Moyen-Âge de nombreux tonneliers et au jour d'aujourd'hui, il reste encore des maçons qui taillent la pierre, qui de génération en génération, comme les vignerons, ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ouais. Et le Champagne, ça remonte à quand ici? Le Champagne, l'appellation a été complètement finalisée en 1927 pour toute l'appellation Champagne. Et le rosé d'Hérissé? Je pense qu'il faudrait plutôt se tourner vers Pascal Morel qui sera à même de vous expliquer plus précisément ce qu'est le rosé d'Hérissé. Et il y a aussi les cadoles, on parlait de pierre, il y a aussi les cadoles. Tout à fait, dans la Côte des Barres, il y a les cadoles, au Rissé, il y en a beaucoup. Donc le spécialiste qui pourra te renseigner, je t'invite à aller voir Guy Lazzarotti. Bon, ben alors le temps d'aller les rejoindre, je te propose de regarder un reportage de Canal 32 sur la prunelle de Troyes et le cellier de Saint-Pierre. Je crois que c'est le seul endroit où on l'a fait, où on la trouve. On va voir ça. Voilà. Pendant que tu vas retrouver mes deux collègues, moi je vais te préparer une petite surprise. Oh, ça marche. Tout à l'heure. On en boit, on est les rois, la prunelle de Troyes. Elle est si douce et si sucrée qu'on dort comme des bébés. Si on va au cellier Saint-Pierre, c'est pas pour la bière. Alors vous êtes en train de cueillir quoi là? Des prunelles. On peut en manger, mais on s'en souvient. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le noyau. On récupère le noyau. En réalité, on n'a pas de gens qui vont dénoyauter tout ça. Ce sont les confituriers qui utilisent la chair et on récupère le noyau derrière. Finalement, on a récupéré des noyaux de prunelles que l'on va pouvoir broyer. Alors le broyeur à l'époque, on s'aperçoit que c'est un produit artisanal. C'est vraiment le broyeur qui nous sert à fabriquer la prunelle de Troyes. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'amande qui est au cœur de ce noyau, qui en macération dans l'alcool va donner son parfum. Et bien une fois que les noyaux sont broyés, on va les récupérer, les mettre en sac et en macération dans l'alcool, dans l'alambic, et procéder ensuite à la distillation. Venez chanter avec moi la prunelle de Troyes. Je voudrais Maintenant, on arrive à la distillerie, qui est vraiment l'endroit où se trouve l'alambic. Donc cet alambic est une machine qui a été achetée le 29 juillet 1856 et qui est fabriquée d'ailleurs par un Troyen, Antoine Frappier, constructeur poêlier serrurier à Troyes. L'idée dans la prunelle de Troyes, c'est pas d'inonder le monde entier, c'est juste de garder, de conserver un patrimoine gastronomique. toujours faite comme autrefois la prunelle de Troyes. La prunelle de Troyes est une recette qui date de 1840. La prunelle de Troyes, à cette époque-là, ce n'était pas la prunelle de Troyes, c'était la prunelle de Champagne, marque déposée en 1904 que le CIVC, dans les années 90, nous a demandé de débaptiser le Champagne, pourtant qui est plus récent que la prunelle de Champagne, hein, puisque le décret de l'appellation Champagne date de 1927. Donc cet alambic sert à distiller, hein, il va chauffer au feu de bois, les vapeurs d'alcool vont être entraînées dans le col de cygne et l'alcool se condense liquide. Ensuite, on va faire une préparation d'un sirop de sucre. Ce sirop va être assemblé avec l'alcoolat et d'autres ingrédients naturels qui vont apporter la complexité aromatique de la prunelle de Troyes dans cet appareil. Broyage, distillation et puis ensuite tous les assemblages, il faut environ 2 mois pour que la prunelle soit terminée et ensuite procéder au vieillissement. Vous êtes le seul homme sur Terre à savoir faire la prunelle de Troyes? Unique. Non, la prunelle de Troyes est une recette qui m'a été transmise par Jean-Pierre Formon,
qui est une recette attachée à cette distillerie. Oh, on est 2, 3 avec quelques membres de la famille. Un verre à la fois, la prunelle de Troyes. Alors ce n'est pas ma tenue habituelle, mais depuis 2 ans, nous avons créé une confrérie de la prunelle de Troyes. Cette confrérie a pour objectif d'être garant de la qualité du produit et également d'avoir des ambassadeurs pour promouvoir la prunelle et la ville de Troyes durant nos nombreux voyages. Elle se consomme plutôt en digestif et éventuellement fraîche. L'accord de la prunelle de Troyes avec un éclair au café, c'est facile et délicieux. Vous savez que quand j'ai dit qu'on allait au Rissé, on m'a dit ah, mais il faut aller voir Guy Lazzarotti parce que c'est grâce à lui que les cadoles sont toujours là. Alors voilà, je suis avec vous maintenant, Guy. C'est quoi une cadole? Eh bien, c'est une cadole. Une cadole ou une loge. Le loge. vrai nom, c'est loge, mais on attribue cadole, c'est logique. Ouais. C'est un abri de vignerons, construit en pierre sèche. Ils ont environ un siècle et demi. Voilà. Voilà, et elle servait d'abri. Alors, Aux vignerons? Parce qu'il y avait déjà des vignerons là, c'était oui, essentiellement des vignerons. Hein. depuis le Moyen-Âge déjà. Oui, hein. oui. Vous pensez qu'on avait quand même à l'époque jusqu'à 1500 hectares de vignes au Moyen-Âge. Oui. Ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Et on en est, je pense, si je peux, enfin, je suis. Et ça lui servait à quoi? Il dormait pas là, il venait déjeuner. Il enfin, déjeunait parce que la il distance. se mettait à l'abri. voilà, de c'est la à pluie l'abri. ou- ouais. Et d'où l'hiver, les travaux d'hiver, et au frais l'été. Oui, Il y a la une pierre. différence énorme. 40 degrés dehors, le soleil en plein été. À l'intérieur, vous avez du vin. Pas plus. C'est dû à quoi? C'est la pierre C'est ou c'est le système d'aération? Qu'est-ce à qui fait que la la fois- température est constante à la fois le l'intérieur? système d'aération, parce que qui passe entre les pierres, forme un semblant de mouvement d'air, et la masse de pierre. Mais on va regarder là-bas. La masse de pierre, le principe d'une cave, Et de plein pied. qu'est-ce qui vous a passionné dans ces Eh bien, pierres finalement? la passion, elle est venue déjà de très jeune, avec mes frères. Bon, on commençait à restaurer différents édifices culturels. On est là. Et un jour, comme ça, on s'est dit, mais les petites cabanes, on en découvre une, deux avec mes frères, et on commence à en nettoyer quelques-unes. Il y en a combien là autour? D'après mon recensement, au bout de 5 années de recensement, 126 actuellement. Mais Ici oui, sur la- sur la localité, la commune des Rissets. Mais dans les 126, il y a je marque aussi sur mon plan les parties ruinées. Hein, Oui, elles ne ruinées. sont pas toutes dans cet Voilà. état-là. Non, non, Là, non, vous avez non. dû travailler pas mal de temps. Ah oui, parce que ça fait 40 ans que je suis passionné des petites cabanes. Au départ, on les a sauvées, comme on dit, le plus gros. Et maintenant, depuis quelque temps, on les reprend une par une. Celles qu'on peut finir, on le fait. Les autres, on préservera bien
les ruines. Et une ruine, c'est joli aussi. Est-ce que vous arrivez à travailler comme ils travaillaient à l'époque? C'est pas que je doute Ah, de vos capacités, Alors là, hein, mais très bonne question. Une question qu'on m'a souvent posée. C'est comme il y a un siècle ou deux. Voilà. On n'a pas de marteau. on taille aucune pierre. Ah non, aucune pierre On les n'est prend taillée. telles qu'elles sont Elles dans ont les été- vignes. Elles ont été sorties de terre en surface. Et quand nos vieux vignerons dépierraient les sols pour viabiliser la terre, ils dépierraient. Donc il fallait faire, les plus gros c'était réservé pour faire des murs, pour retenir les meurgets, les petits cailloux, et les autres c'était fait pour des loges. Ou des coupe-vents. Les petits coupe-vents, c'est comme une coquille Saint-Jacques. Alors pourquoi l'entrée? Je ne sais pas si on va réussir à passer. Oh, si, oh, pourquoi oh. l'entrée est aussi petite? Alors, bonne question. C'est pour éviter l'afflux d'air trop puissant l'hiver. D'accord. C'est Ouais, comme ça, oui, ça limite on- l'entrée d'air. On pense qu'ils mettaient des planches ou un sac tendu Ouais. qui servait pour le tirage du feu de cheminée. Parce qu'il n'y a pas de cheminée, mais le feu c'était au milieu, comme un tipi indien. Ouais, ouais. Et Tira- ils se faisaient à tirage manger, clou. là, ils se faisaient Ah oui, alors. cuire des oui, quoi? vous savez- Qu'est-ce qu'ils mangeaient? vous là, savez, les c'est vignerons mystérieux une loge, hein. C'est très mystérieux. Il s'en est passé des choses dans les années. Même des choses dont on parlera Ah pas. ben ça oui, mais. C'est normal, c'est logique. Bon, et pendant la guerre, ça Ah, servi il de y a refuge aussi? eu, elles ont servi certaines de. Les guerres d'ailleurs. Oui, de refuge, de maquis. Et certaines ont été détruites. Détruites aussi pendant la période d'occupation. On va regarder? Oui. Bon. Ah. On se met à 4. Non, après vous, je vous en Ah prie. bien. Je vais regarder comment vous faites, comme ça. Ah, il faut se faire tout petit. Je vais passer, moi. Oh oui, là. Ça y est. Votre tête surtout, hein. Impeccable. Hop là. Attention, voilà. Nous sommes à l'intérieur. Voilà. Ça, Guy, c'est de la pierre calcaire. Oui, calcaire. Ouais, elle est friable, enfin, elle est La fragile. composition, c'est du calcaire, mais très très fossilisé. Parce Et- qu'il y avait la mer, et donc ce sont des fossiles marins. Des fossiles passés. marins qui sont compressés, comprimés. Oui, oui. Et alors ça gèle. Si c'était monté avec un liant, on n'aurait plus de loge de Cadol. Il n'y en aurait plus. La partie haute, elle C'est n'aurait l'air plus du qui tout. permet de les garder au sec, en C'est fait. constamment ventilé, donc elle n'a pas le temps de geler. Bon, elle s'use. Vous savez que la pierre, elle s'use quand même parce que avec le phénomène des UV et tout, c'est pour ça qu'elle casse facilement. Oui. Elle se fragilise avec les années. Il y a une technique pour empiler les pierres comme ça et faire en Oui, sorte qu'elles se oui. rejoignent sans que ça tombe. Comment Très, vous faites? Très bien, mais beaucoup de personnes me disent oh mais c'est facile à faire, certaines oui oh mais... non, c'est compliqué et on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être honnête, on n'a pas le droit à l'erreur parce que si on la base, il n'y a pas de fondation hein, en premier. Les murs pleins sont faits à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend du volume de la loge. Et vous voyez, ça part toujours à l'extérieur, avant l'encorbellement. L'aplomb, il n'y a pas d'aplomb. L'aplomb, il est à l'extérieur. Ah oui. Après, on commence à partir, on entame Là, le ça cône. permet de mieux supporter les forces. Les forces, voilà, les Ouais, forces. d'accord. On attaque le cône. Le cône, alors là, c'est le plus délicat. À chaque fois, les pierres sont en surplomb. Mais l'important, Et vous gagnez un petit peu à chaque fois À en chaque tournant, comme ça? c'est de caler à chaque fois. Eh oui. Si vous ne calez pas, tout tombe. Donc tous ces petits bouts-là sont super C'est importants. calé. Alors vous avez des cales visibles ici, mais vous avez des cales aussi au milieu. Bon, Plus on monte, plus on solidifie le cône, la voûte, le principe de voûte. oui. On peut mettre une loge Cadol comme celle-ci, on peut mettre une voiture, on peut mettre 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Plus vous appuyez sur une voûte, parce que c'est le principe d'une voûte circulaire, plus vous serrez la voûte, plus elle est solide. Mais c'est compliqué. Et ça, il faut combien de temps pour restaurer ça? Et il bien, leur fallait combien de temps pour alors, si construire? on calcule, on en a bâti déjà 5 avec mon fils, parce que mon fils David, c'est le bras droit maintenant, je passe le flambeau, mais je suis Vous toujours avez avec lui. passé la oui, passion. Depuis quelques années, et puis il a autant de savoir que moi, hein, et c'est pas parce que c'est mon fils, ça va tout seul. Alors, en tonnage ici, si on compare celle qu'on a bâtie, il faut compter, sans compter les cailloux qui ont été posés contre, pour Oui. encore solidifier Oui. davantage la poussée. Eh bien, il faut compter 20-25 tonnes De pierre. en moyenne. Alors, quand on pense qu'on a une merveille, on a une très grosse Cadol communale, pas loin d'ici, on peut compter le double. On tient 50 25 tonnes. enfants dedans, dans la grosse, il y a un peu. Les comparaisons. Transporter, récupérer à la main, Récupérer. transporter à la main, poser à la Tout main. est fait à la main, il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas de plan. On peut faire une Cadol plus ou moins ronde, parce qu'elles ne sont pas vraiment rondes, si on veut. Oui, on c'est en pas a régulier, quelques-unes qui sont régulier. ovales. Oui. Voilà. Mais tout est vraiment bâti sans liant. Alors, il faut être honnête, celle qu'on bâtit maintenant et celle qu'on sauve, on met à la dernière pierre un peu de liant, parce que
bon, pour pas que demain, parce que souvent, je le répète encore souvent quand on fait des reportages, ne pas monter dessus, Oui. ne pas enlever la mousse, Bon. ne Écoutez pas, bien, écoutez ne pas bien. couper les arbres autour, c'est ce qui tient l'ensemble. Et puis c'est fragile. C'est très fragile. Voilà. Et Donc, respectons-les parce que c'est un patrimoine, c'est déjà pour le respect de nos anciens. Et ça fait partie du produit touristique, du produit de la région Champagne du Sud. Et ça fait partie du paysage. C'est le paysage, ça va avec tout, c'est ça. L'homme, il a bâti ça, il a transpiré, il en a bavé, et je trouve qu'il y a le respect. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir, Guy. C'est une passion que et les gens qui aiment, mais même si on n'aime pas, on le respecte. Ouais. Le patrimoine, il n'a pas de couleur, il est universel. On va Il y a retrouver le respect. soleil. On va retrouver le soleil à l'extérieur. On a de la chance, hein, parce qu'il y Oh, a un beau temps. et super beau temps. On va retrouver le soleil. Le temps de sortir, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vous propose d'aller voir James. Alors lui, c'est un autre passionné, hein, mais il est passionné de tracteurs notamment, et il en a une vraie collection. Je crois que ça fait 17 ans qu'il les collectionne. C'est Canal 32 qui nous emmène chez lui. On y va ? Bien sûr. C'est à Proverville dans l'Aube que l'on retrouve Jam. Ancien de la caisse d'épargne, maintenant à la retraite, il cultive depuis 20 ans une passion un peu encombrante pour les 4 roues agricoles. Eh ben, la passion des tracteurs, elle a démarré 20 ans en arrière. J'ai un de mes copains qui s'appelle Pierre Régère qui m'a invité à faire une randonnée avec un tracteur que j'avais à l'époque. Et puis la chose que j'aurais pas dû faire, c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Et puis là, c'est parti, puis ça s'est plus jamais arrêté. Et puis c'est devenu un petit peu une folie, quoi, où on arrive à ne plus avoir de place. En tout, la collection compte 40 tracteurs, encore en état de fonctionnement. C'est un maréchal Ferrand qui fabriquait ça de A à Z. C'est extraordinaire. Et c'est les tracteurs qui sont arrivés tout de suite après la guerre, hein, parce que bon, il y avait une grosse pénurie d'hommes, donc ils ont inventé les mécaniques. Tout le monde s'est mis à fabriquer du tracteur, et donc voilà, moi j'ai eu du Société Française, mais ma marque préférée c'est le tracteur Champion, parce qu'ils étaient fabriqués à vol d'oiseau à 800 mètres. Le bâtiment, donc je l'ai monté tout seul. Donc avec mon fiston qui est venu me donner un commun pour quelques morceaux, et puis la couverture. Et puis j'ai attendu qu'ils cassent l'usine, et au moment où ils sont arrivés à la charpente Eiffel, j'ai donc racheté un bout de la charpente Eiffel. Et puis voilà, aujourd'hui les tracteurs Champions sont sous leur charpente, là où ils ont été fabriqués, dans les années 50. Et ces tracteurs, il en prend soin. Tous les jours, il les poussette les carlingues, nettoie les moteurs et remet à neuf. Moi je suis dans ma passion 60-65% de mon temps. Bon, j'ai pas mal à faire autour de la maison, hein. J'ai 3500 mètres carrés, donc il y a de quoi faire, mais il n'y a rien qui... Mais la priorité, c'est d'abord les tracteurs, mais là, il y avait du travail autour de la maison, c'est la maison. Hier, c'était le jardin. Au fil du temps, sa propriété est devenue une vraie caverne d'Ali Baba, où plaques de publicité pour les tracteurs et jouets pour enfants côtoient les bidons d'huile et autres moteurs agricoles. Un univers passionnant qui a tout de même un prix. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de prix. Bon, le bidon d'huile, ça va de 1 euro à 1500 €, mais là on est dans l'extrême. Une moyenne de tracteurs, il faut compter entre 8 et 900, 1000, 2000 €, ça dépend des tracteurs. Par exemple, en Société Française, c'est beaucoup plus cher. Les champions sont moins cotés que les sociétés françaises. Ces tracteurs, il les trouve dans les magazines spécialisés, sur Internet ou encore via des connaissances. Si Jam expose de temps en temps ses machines dans les foires, la collection complète, c'est pour lui, comme son jardin secret. Là maintenant, on est dans la cave, hein, de Pascal Morel, qui alors est président de l'appellation du Rosé d'Hérissé. Oui, c'est ça, Hein. pour Rosé d'Hérissé. Bon, vigneron ici, hein, Vigneron à d'Hérissé. à d'Hérissé. Et champagne, rosé, forcément. Mais rosé, il n'y en a pas tellement. Hein. C'est combien Non, de bouteilles? C'est pas beaucoup de bouteilles. Rosé d'Hérissé, c'est à peu près 50 000 bouteilles tous les ans. Enfin, certaines années, parce qu'il y a des années où on ne fait pas de Rosé d'Hérissé. Oui, c'est ça. Et pour à peu près une vingtaine de producteurs. Vingtaine de producteurs. Donc c'est connu, c'est très connu dans le monde. Oui, parce qu'on exporte un peu au Japon, un peu aux États-Unis, un petit peu... C'est réputé, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est la rareté qui fait la valeur aussi. Hein. Voilà. Alors, on est chez vous, là, dans votre cave. Il y a du champagne, il y a un peu de rosé aussi. C'est quoi la particularité du Rosé d'Hérissé? Comment elle est née, cette idée? Alors, l'appellation date de 1947, et puis la notoriété des vins d'Hérissé remonte à l'époque de Louis XIV. Alors, il y a une légende ou une histoire vraie, je ne sais pas,
qui veut que Louis XIV, c'était le vin préféré de Louis XIV. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est un des vins préférés de Louis XIV. Oui, enfin, nous on va dire le vin préféré. C'est le vin préféré de Louis XIV. Oui, parce qu'à l'époque, on avait des maçons tailleurs de pierre d'Hérissé qui sont montés pour faire les fondations du château de Versailles. Et à l'époque, c'était des gens qui travaillaient très dur la journée et le soir, ils faisaient un peu la fête. Et le roi Louis XIV, il s'est dit, c'est pas possible, ils doivent avoir une potion magique. Et je vous laisse deviner quelle était la potion magique. Alors c'est Louis XIV qui a dit, mais faites-moi goûter ce doux breuvage. Et ils en auraient fait un des vins préférés de la cour du roi. Vous y croyez ou c'est un peu une légende? Oh, c'est une légende, mais on aime bien y croire. Mais ça pourrait être vrai, parce que le rosé d'Hérissé existait à l'époque. Et d'ailleurs, on retrouve dans les traces du château de Versailles, donc les Knats du Soleil, il les avait baptisés les Knats du Soleil, c'est-à-dire les canards du soleil. Oui. Parce qu'ils pataugeaient un peu dans les marécages du château de Versailles pour faire ces fameuses fondations. Est-ce que le rosé d'Hérissé profite, si je puis dire, de la mode du rosé d'aujourd'hui? Non, parce que c'est un vin qui est un petit peu à part dans les rosés. On l'appelle rosé parce qu'on ne peut pas l'appeler blanc, on ne peut pas l'appeler rouge, mais en fin de compte, on est juste entre les deux. Oui. Et ce qu'on lui demande, en fin de compte, au rosé d'Hérissé, c'est d'avoir la puissance du vin rouge sans le côté tannique. Ce qui en fait un vin atypique dans les rosés. Et c'est un vin de garde aussi, ce qui n'est pas le rosé d'habitude. Hein. Le rosé, c'est un vin à boire dans l'année, hein, pratiquement. Mais celui-ci, c'est un vin de garde. Voilà, par exemple, dans la cave ici, on a des vins de 47 encore, de rosé d'Hérissé, 1947. Buvable. Buvable, oui. Donc c'est un vrai vin, entre guillemets. Je vais me faire des ennemis chez les producteurs de rosé. Et pourtant, je sais qu'il y a des rosés excellents, mais c'est un vin de garde. C'est un vin de garde, qu'on peut boire jeune aussi à 3 à 5 ans, et boire des vins entre 5 et 10 ans. Alors, ce rosé d'Hérissé, vous pouvez en faire un peu plus ou pas, si la demande augmente? Oui, il y a un potentiel de 350 hectares. Et sur ces 350 hectares, il n'y en a que 10% d'exploités, c'est-à-dire à peu près 35 hectares. Ce qui fait qu'on a un potentiel, mais c'est un vin de passion. Celui qui n'est pas passionné, il n'en fait pas. Oui, il a ses adeptes. Oui, et puis voilà, chaque viticulteur qui décide si l'année est propice ou pas. Et puis en plus de ça, on a un cahier des charges aussi qui fait que l'appellation, si on n'a pas les caractéristiques du cahier des charges, on ne peut pas faire de rosé d'Hérissé. Est-ce que ce rosé peut porter la marque des champagnes d'ici, de la région? Ah oui, sans problème. Ici, on a même des champagnes rosés qui sont aussi très typiques, puisque c'est des rosés par ce qu'on appelle par macération, c'est-à-dire que la couleur est obtenue naturellement, bien sûr. Oui. Donc, on est au cœur du Champagne, mais d'un Champagne qui est riche finalement de pas mal de vins. Hein. On est aussi sur un terroir exceptionnel, puisque le terroir d'Hérissé, c'est le plus grand terroir de toute la Champagne. Puisque le terroir fait 866 hectares, et la deuxième commune, c'est une commune à côté d'Épernay qui fait un peu plus de 550 hectares. Donc on est vraiment une très très grosse commune viticole. Et on ne le sait pas forcément, donc maintenant vous le savez, c'est tout bête. Merci beaucoup Pascal. Canal 32 nous emmène maintenant dans l'abbaye, dans les coulisses de l'abbaye de Clairvaux et des Cisterciens. Reconnue comme une commémoration nationale par le ministère de la Culture, les 900 ans de la fondation de l'abbaye de Clairvaux soulignent l'importance de ce site historique au bois dans le patrimoine français. L'abbaye a essaimé partout en Europe, avec plus de 350 filles et petites filles, donc un réseau extrêmement important. Elle a apporté la pensée de Bernard énormément à la pensée chrétienne occidentale au Moyen-Âge et le mode de fonctionnement des abbayes et l'investissement matériel des moines au XIIe et XIIIe siècle a également aussi beaucoup révolutionné les techniques de forge, les techniques agricoles. Donc ça a été un moment dans l'histoire de l'Occident important au niveau matériel et au niveau, je le disais, de la pensée. Pour fêter cet anniversaire, un programme d'exposition et d'animation courront jusqu'en novembre. À Troyes, au sein de l'Hôtel-Dieu, 150 documents et objets rares provenant de toute l'Europe seront mis en lumière dès le 5 juin. Il y aura bien évidemment des éléments archéologiques. Il y aura également des souvenirs de Saint-Bernard, des pièces d'orfèvrerie, comme la croix reliquaire dite croix de la vraie croix, qui vient de l'abbaye de Clermarais, une fille de l'abbaye de Clairvaux, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie médiévale daté de 1210-1220. Il y aura énormément d'archives qui témoigneront de la vie quotidienne, de l'univers mental des moines. Pour compléter ces rendez-vous, une bande dessinée et un film en 3 dimensions ont été réalisés. L'abbaye dévoile ses facettes grâce aux technologies modernes. Le problème ou la chance de l'abbaye de Clairvaux, c'est qu'elle a eu 2 vies. Elle a été
presque 3 même. Elle a été abbaye jusqu'à la Révolution. Elle s'est ensuite transformée, après sa vente comme bien national, en industrie. Et puis en 1808, nouvelle vie, qu'elle a toujours à l'heure actuelle, elle se transforme en prison, sous l'impulsion de Napoléon. Les bâtiments ont été en grande partie préservés grâce à la prison. Là, il faut vraiment rendre grâce à l'administration pénitentiaire de cette préservation. Mais ils ont aussi été transformés. Et une partie des bâtiments historiques ont disparu, notamment l'église abbatiale. Donc, pour permettre au public de découvrir l'histoire de cette abbaye, puisqu'il y a eu plusieurs phases de construction, pour leur faire découvrir aussi les bâtiments qui ont disparu, une reconstitution en 3D nous semblait véritablement essentielle. Le passé cistercien au bois refait donc surface avec comme tête d'affiche Saint-Bernard, une histoire qui devrait attirer le public au bois, voire international. Ben voilà encore un numéro de Terre de France qui se termine bien, mais ici, dans l'Aube, au Rissé, ça ne pouvait pas être autrement. Alors ce qu'on va faire avec nos amis Guy, Arnaud, qui sont derrière moi, on va manger un petit quelque chose. Ils ont préparé un petit pique-nique ici dans le chai d'un des vignerons. Et puis vous savez ce qu'on fait, hein, on va trinquer, avec modération, comme d'habitude, mais on va trinquer quand même. À votre santé, mesdames, messieurs. Allez, au Rissé.